1957, Mongolie. Groupe d'armée B du Feldmarschall Erwin Rommel. Au terme d'une véritable guerre froide, le Troisième Reich amassait une armée gigantesque aux portes de l'Empire du Japon. Dans quelques heures, ce sera le début de l'opération Arminius. Sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon sont progressivement entrés en opposition. Tous les deux bâtis sur une idéologie impérialiste, les deux régimes ne pouvaient pas s'entendre à long terme, chacun aspirant à la domination mondiale. De force égale, l'Empire du Japon et le Troisième Reich se sont lancés dans une course aux armements. Aujourd'hui, le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En mai 1940, une décision stratégique majeure va changer le cours de la guerre et contribuer à la défaite du Troisième Reich. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante, du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. 10 mai 1940, Hitler déclenche le plan jaune. L'invasion et la conquête de la France. 24 mai, le général de division Heinz Guderian reçoit l'ordre d'arrêter son offensive terrestre aux portes de Dunkerque. 27 mai, le général Gort, commandant du corps expéditionnaire britannique, annonce le retrait de ses troupes vers l'Angleterre. Ces trois événements directement liés sont des événements majeurs de la bataille de Dunkerque et vont déterminer le cours de la Seconde Guerre mondiale. « 31 décembre 1939. Forêt des Ardennes. Il fait moins 20 degrés. L'hiver est exceptionnellement rude. Les soldats de la 9e armée française célèbrent à leur manière la Saint-Sylvestre. Mais le cœur n'y est pas. Depuis le 3 septembre, ils sont en guerre contre l'Allemagne. Mobilisés puis envoyés sur le front, des millions d'hommes montent la garde, armes aux pieds, aux côtés des forces expéditionnaires britanniques. Mais cette guerre ne correspond pas à ce que certains d'entre eux ont connu 25 ans auparavant lors de la Première Guerre mondiale. Il ne se passe rien. L'ennemi est invisible. Cette guerre d'attente est étrange. C'est une drôle de guerre. Pourtant, ils sont prêts à en découdre. L'armée française est en 1939 reconnue pour être la meilleure au monde. 2 240 000 soldats répartis dans 94 divisions d'infanterie. C'est 4 fois plus que la grande armée de Napoléon lors de la campagne de Russie. Bien équipés, dotés de nombreuses mitrailleuses et de bons fusils, les fantassins avancent sous la protection des meilleurs blindés de l'époque. Le S-35 est un redoutable tueur de chars. Il est fait pour avancer au même rythme que l'infanterie, encaisser un feu adverse nourri et démolir les défenses ennemies. L'état-major a retenu toutes les leçons de la Grande Guerre. Cette fois-ci, l'armée française est prête à endurer des années de durs combats. Elle gagnera cette nouvelle guerre, comme elle a gagné la précédente. L'armée allemande se brisera sur ses défenses. Des défenses qui ont d'ailleurs été considérablement renforcées. Construite à grands frais, la ligne Maginot est un immense réseau de fortifications, de bunkers et de souterrains. Elle constitue un obstacle redoutable pour toute armée voulant envahir le territoire national. Toute la stratégie française est là. Protéger la paix en misant sur la défensive et non sur l'attaque. Car en France, en 1939, personne ne veut la guerre. La dernière a coûté la vie à 1 300 000 hommes. Il n'y a pas une commune qui ne possède un monument de commémoration aux morts. Bienvenue dans la maison.
mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Par exemple, intéressons-nous à la ligne Maginot. Longue de 400 km et munie des canons les plus modernes, elle est destinée à protéger le pays. Elle est réputée infranchissable. Au XVIIe siècle, l'ingénieur Vauban crée le concept de précaré, une double ligne de ville fortifiée consolidant les frontières du royaume. Parfaitement adaptées pour contrer les progrès de l'artillerie, ces fortifications sont redoutables. Les attaquer de front est très risqué, voire suicidaire. Les boulets de canon ricochent sur les murs inclinés, les assaillants sont pris dans des feux croisés mortels. Les travaux de Vauban ont été un véritable succès. La France de l'époque n'a pas été envahie. En 1940, la ligne Maginot sera-t-elle à la hauteur du précaré de Vauban ? Ardennes, 10 mai 1940. L'armée allemande passe à l'attaque. Si la France ne veut pas la guerre, le régime nazi l'espère depuis des années. Orienté vers l'offensive, la stratégie du haut commandement allemand repose sur la vitesse et l'agressivité. Trouver le point faible dans les défenses adverses, se frayer un chemin par la force, contourner l'ennemi, le foudroyer sur place avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passe. C'est un énorme coup de poker. Si l'attaque ralentit, l'ennemi peut se reprendre, contre-attaquer sur les flancs et retourner la situation. Mais en attaquant la plus puissante armée du monde, l'Allemagne sait qu'elle n'a pas les moyens de s'enliser dans un long conflit. Il faut en finir vite. Elle tente le tout pour le tout. Les Panzer, chars d'assaut allemands, sont tous rassemblés dans des divisions mécanisées autonomes et commandées par des chefs jeunes et audacieux. Ils ont pour mission de foncer à travers le massif des Ardennes et de créer une brèche. Parfaitement coordonnés avec des forces aériennes nombreuses et modernes, les généraux des unités de Panzer disposent d'une grande autonomie de décision et peuvent réagir vite. La ligne Maginot est infranchissable. Les Allemands n'essaieront même pas de la forcer et préfèrent la contourner. À la pointe de l'attaque, le général de division Heinz Guderian. Le 13 mai, 3 jours seulement après le début des combats, ces blindés percent le front à Sedan. Personne n'arrive à les arrêter. Les chars français sont répartis dans chaque division d'infanterie alors que les blindés allemands attaquent en groupe. Des poignées de S-35 parviennent à tenir tête à des bataillons de Panzer, encaissant obus après obus, rendant coup pour coup. Mais les survivants finissent par succomber aux terribles attaques des bombardiers en piqué. Les états-majors français sont sidérés. Vétérans de la Première Guerre mondiale, les généraux ne comprennent pas comment l'ennemi parvient à se déplacer aussi vite. Tout est fait pour stopper l'avalanche d'acier. Mais le 20 mai, les premiers Panzers atteignent la Manche et coupent le front en deux. 1 million de soldats français, britanniques et belges se retrouvent isolés de leur base et en situation critique. Guderian est sur le point de porter le coup de grâce. Mais subitement, le 24 mai, le haut état-major allemand ordonne de stopper l'offensive. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point
point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Les divisions Panzer viennent de recevoir l'ordre confirmé par Hitler lui-même de s'arrêter et d'interrompre le combat. Si les blindés allemands avaient continué leur avancée implacable, ils auraient très certainement détruit intégralement les forces alliées de la poche de Dunkerque. Ce choix est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques d'Hitler. Si le Führer avait laissé ses panzers attaquer, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait été radicalement différente. Privée d'armées professionnelles et de ses meilleurs généraux, l'Angleterre n'aurait pas pu continuer le combat. Elle aurait très certainement été contrainte de négocier la paix. Les États-Unis n'auraient pas pu masser leurs troupes en Grande-Bretagne. Le débarquement en Normandie n'aurait jamais eu lieu. Sans ennemis en Europe, Hitler aurait concentré toutes ses forces à l'Est contre l'URSS et l'aurait très probablement vaincu à son tour. Le Troisième Reich aurait gagné la guerre et serait aujourd'hui seul maître de l'Europe. Reprenons. Des centaines de milliers de soldats, dont la totalité du corps expéditionnaire britannique, sont encerclés dans une immense poche de résistance. La situation est critique, mais pas désespérée. Inexplicablement, les divisions Panzer semblent s'être arrêtées. Ce répit est mis à profit. De partout, les unités se replient pour former une nouvelle ligne de défense. On rassemble à la hâte les troupes encore en état de se battre. Il faut à tout prix briser l'encerclement et continuer le combat jusqu'à la victoire ou la mort. L'état-major français planifie la contre-offensive. Il prévoit d'engager toutes les ressources alliées disponibles pour forcer le passage. Mais pour le général Gort, chef du corps expéditionnaire britannique, il reste une autre option. Proportionnellement, l'Angleterre n'a pas engagé beaucoup d'hommes dans la bataille, mais c'est l'élite de son infanterie. Perdre ses soldats, c'est se retrouver sans aucune défense face aux Allemands. Le 20 mai, Gort ne croit plus en la victoire. Il décide alors de sauver ce qui peut l'être et de préparer secrètement l'évacuation de son corps de bataille. Stratégiquement, la seule issue possible est la voie maritime. Et le 26 mai, le seul port encore libre est celui de la ville de Dunkerque. Dans les jours qui suivent, les Britanniques opèrent donc des replis successifs pour s'en rapprocher. Le sauvetage du corps expéditionnaire devient la priorité du gouvernement britannique. La Royal Navy et la chasse aérienne sont mobilisées. Nom de code, Opération Dynamo. Les Français ne le savent pas encore, mais leur allié s'apprête à quitter le front. Le 27 mai, à l'aube, Gort rencontre les généraux français pour leur annoncer l'évacuation. Les Français sont consternés. Sans l'aide des Britanniques, la contre-offensive ne pourra pas avoir lieu. La bataille est perdue. Mais pour évacuer leurs soldats, les Britanniques ont besoin d'aide. Ils demandent à la France de défendre jusqu'au bout la poche de Dunkerque où ils se sont repliés. En échange, ils promettent d'évacuer le maximum de troupes françaises. L'élite de l'armée française est vaincue. L'offensive allemande ne peut plus être brisée. Perdu pour perdu, l'état-major français décide de faire rempart et ordonne à toutes les unités disponibles de tenir la ligne quoi qu'il en coûte. On confie au général Fagald la périlleuse mission de commander les défenses de Dunkerque. Si l'Angleterre survit, la lutte continuera. Le 27 mai au matin, les divisions de panzer allemands reprennent l'offensive. La bataille de Dunkerque commence. Gagner du temps. La France, première puissance militaire, vient d'être foudroyée par l'armée allemande. Hitler lui-même est le premier surpris. La propagande nazie invente même le terme de guerre éclair ou blitzkrieg pour vanter sa supériorité. Pourtant, pour les forces allemandes, cette stratégie audacieuse leur a coûté la moitié de leurs chars et presque les 2 tiers de leurs avions de combat.
Car loin de se laisser faire, l'armée française a combattu farouchement. Les affrontements, d'une rare violence, ont décimé les armées de part et d'autre. C'est ce que l'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Il y a 2 millénaires, le roi Pyrrhus a affronté une armée romaine. Il a gagné la bataille, mais avec des pertes si importantes qu'il a fini par perdre la guerre. Les pertes effroyables de mai 1940 ont très probablement alerté l'état-major allemand, toujours inquiet d'une possible contre-offensive. Pour préserver le reste de ses précieux panzers, Hitler a préféré une pause avant d'attaquer Dunkerque. Les Allemands étaient à bout de souffle. À l'aube du 27 mai, les avions de la Luftwaffe noient le port de Dunkerque sous les bombes. Le soir même, il est intégralement détruit. L'évacuation se fait au son des sirènes des Stuka, les terribles bombardiers en piqué. Les pompiers luttent contre les immenses incendies. Les civils meurent par centaines. Au large, les navires de guerre anglais et français ne peuvent que difficilement accéder au port, bloqués par les carcasses de bateaux en flammes. Rapidement, les soldats s'entassent sur les plages, plus accessibles que le port. La Belgique prévient les Alliés. Acculée, elle ne pourra plus tenir très longtemps. Au soir du premier jour, seulement 7600 hommes ont été évacués. Il faut aller plus vite et gagner plus de temps. Le 28 mai, la Belgique se rend. La situation semble catastrophique. Mais à Lille, les débris de l'armée française tiennent tête à 130 000 soldats allemands et 800 blindés. Durant 4 jours, écrasés sous les bombes, les troupes françaises livrent un combat héroïque. Durant 4 jours, ils empêchent l'ennemi de se ruer sur Dunkerque. Durant 4 jours, ils sauvent l'opération Dynamo. Dans les airs, d'autres héros se jettent dans la bataille. Les pilotes de la chasse britannique luttent pour contenir les bombardiers allemands. Jour après jour, ils s'interposent dans de furieux duels aériens. Sur la plage, une multitude d'embarcations continue à évacuer des hommes par milliers. 47 000 soldats le 29, 53 000 le 30. Sur la ligne de défense, les troupes britanniques quittent leur position pour se rendre sur la plage. Le 31, le Premier ministre anglais Winston Churchill s'inquiète du faible nombre de soldats français évacués par rapport aux Britanniques. En Angleterre, tout ce qui flotte est réquisitionné et envoyé à Dunkerque. Plus de 800 navires de toute taille et de toute nationalité défient les bombardiers et les canons allemands. Nombre d'entre eux finissent au fond de la Manche. Ce jour-là, 68 000 hommes sont évacués. Le lendemain, faute de munitions, l'île, devenue un camp retranché, tombe. Le 1er juin, à Dunkerque, seules les troupes françaises tiennent encore la ligne à 1 contre 10. Au soir du 2 juin, le corps expéditionnaire est totalement évacué. L'amirauté annonce « Opération complète, nous retournons sur Douvres ». Pourtant, à Dunkerque, 45 000 défenseurs français se battent encore. Les uns après les autres, les derniers bataillons reçoivent enfin l'ordre d'évacuer. Au crépuscule de la bataille, des équipages courageux tentent le tout pour le tout à bord de bateaux de fortune. Les combattants, exténués, s'y entassent. Sous le feu ennemi, on détruit les derniers ponts, on met en batterie les derniers canons, on tire les derniers obus. Beaucoup choisissent de rester sur place pour couvrir la retraite de leurs camarades qui courent vers les plages. Partout, on se bat, écrasé par des bombes. À bout de force et de munitions, la France livre un ultime baroud d'honneur. Les Allemands payent chaque mètre de terrain conquis. Le 4 juin, les Allemands pénètrent dans la ville détruite. Un général s'adresse à un homologue français prisonnier et lui demande où sont passés les Anglais. Ce dernier lui répond « En Angleterre ».
tenir. Les forces françaises reçoivent l'ordre de tenir le périmètre d'évacuation pour permettre à leurs alliés de quitter Dunkerque. L'état-major aurait pu continuer sur son plan initial de contre-attaque. Au lieu de ça, il décide de tout faire pour protéger l'opération Dynamo et jette ses dernières forces opérationnelles dans la bataille. Cette décision permet l'évacuation du corps expéditionnaire anglais et permet aux Alliés de continuer le combat. Presque un siècle plus tôt, en 1836, les 200 défenseurs texans du Fort Alamo ont connu la même situation. Assiégés par 1200 soldats mexicains, ils résistent à 1 contre 6 pendant 13 jours. Au bout du 3e assaut, le fort finit par tomber entre les mains de l'armée mexicaine. Tous les défenseurs, dont le célèbre Davy Crockett, meurent lors des combats. Mais le temps gagné a permis à l'armée texane de préparer la contre-attaque. Quelques semaines plus tard, elle remporte une victoire décisive sur le Mexique. Reprenons. Les Alliés espéraient sauver au mieux 40 000 soldats. Ils en évacueront 347 000, dont 224 000 Britanniques. Les Allemands font 40 000 prisonniers. La ville est détruite à 90%. Tactiquement, c'est une victoire allemande. La ville est tombée entre leurs mains et le restera pendant 5 ans. Mais stratégiquement, les Allemands ont laissé passer une occasion unique de mettre fin au conflit. L'armée anglaise est toujours opérationnelle et parmi les évacués, on compte d'importants généraux comme Alexander ou Montgomery, futurs vainqueurs de l'Africa Corps. Nombre de ces soldats débarqueront sur les plages de Normandie en 1944 et participeront à la libération de l'Europe. Les Anglais ont préservé leur capacité à continuer le combat. À leur retour au Royaume-Uni, les soldats sont fêtés en héros. La bataille de Dunkerque est un exploit. Mais comme le dira Winston Churchill, on ne gagne pas une guerre avec des évacuations. Pour autant, la bataille de France n'est pas encore terminée. Sur le continent, plus d'1 million de soldats se battent encore. La France a besoin de toutes ses forces et les divisions évacuées de Dunkerque pourraient faire pencher la balance. Épuisés et décimés par des semaines de combat, les défenseurs de Dunkerque transiteront par l'Angleterre puis débarqueront à Brest quelques jours plus tard. Mais la situation a changé. Malgré l'opposition du président du Conseil et du général de Gaulle, le maréchal Pétain a décidé de demander l'armistice à Hitler. Il ordonne à toutes les unités françaises de cesser le combat. Il pense réussir à sauver ce qui reste de la France. Les héros de Dunkerque, après avoir tenu la ville pendant plusieurs jours à 1 contre 10, sont contraints de déposer les armes et de se rendre à leur ennemi. Pour la France, c'est l'heure du régime de Vichy. Mais ceci est une autre histoire. Les vainqueurs font l'histoire. Durant la campagne de France, les forces allemandes transportent avec elles des caméramans. Nous disposons aujourd'hui de très nombreuses images de bataillons de panzer en marche au milieu de carcasses de chars françaises en flammes. Jamais l'inverse. Et pour cause, il n'y avait presque aucune caméra du côté français. Lors de la bataille de Dunkerque, les seules images que nous connaissons sont celles prises à bord des navires ou sur la plage. Personne n'était là pour voir les 50 derniers survivants du 137e régiment d'infanterie chargés à la baïonnette. De nos jours, l'image mondialement partagée, y compris en France, est que l'armée française ne s'est pas battue en 1940. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Les Allemands ont perdu plus de panzers en mai 1940 que pendant la grande bataille de Koursk, considérée comme le plus grand affrontement de blindés de l'histoire. La France, stratégiquement dépassée d'une guerre, a donné tout ce qu'elle avait pour contenir les forces ennemies. Elle n'a pas eu le temps,
comme les Britanniques, les Américains ou les Russes, de s'adapter à ce nouveau type de guerre. Écrasée par les troupes allemandes, elle s'est battue pour sauver son allié et lui donner les moyens de continuer le combat.